Bonjour! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est une sorte de vidéo que j'ai pas fait depuis un bon moment, c'est les trouvailles du Canidé. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo des trouvailles du Canidé? C'est pas nécessairement parce que je trouvais rien, c'est juste parce que je trouvais genre un truc par-ci, un truc par-là, et ça valait pas vraiment la peine de faire une vidéo pour un ou deux objets. Donc, ben, j'ai préféré arrêter de faire des vidéos pendant un temps, le temps que je trouve plusieurs trucs. Et depuis le temps, j'ai trouvé plusieurs trucs. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est les trucs que j'ai récupérés au cours des 3 derniers mois. Ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo, donc il y a des trucs, il y a plein de trucs que j'ai oublié de mettre là-dedans, mais c'est pas très grave. Parce que c'est les trucs ce sont les trucs les plus importants que j'ai trouvés. Et le reste, c'est soit d'autres bandes magnétiques ou voilà, d'autres trucs du genre. Donc j'ai des trucs que que je vais déjà vous montrer dans cette vidéo aussi. Donc c'est pas très très grave. Euh, voilà. Donc bienvenue dans cette vidéo des trouvailles du Canadien numéro 78, je crois. J'ai été regarder savoir c'était quoi la dernière. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les trucs que j'ai trouvés au cours des 3 derniers mois. Donc on va commencer parce que ici, donc j'ai trouvé un boîtier, pas un boîtier, mais un paquet de 10 DVD RW9. Ils sont encore scellés, ils n'ont jamais été utilisés. Donc ça, c'est pratique. À savoir que quand je fais des transferts de VHS ou que j'enregistre tout simplement une sortie vidéo de mon ordinateur en S-Vidéo en composite, j'enregistre ça sur un DVR et je transfère ensuite le contenu du DVR sur un DVD RW pour pouvoir le mettre sur mon ordinateur. Donc ça, c'est toujours pratique. J'ai trouvé 3 lecteurs DVD. Donc, le premier ici, il s'agit d'un tout ce qu'il y a de plus classique LG avec Lightscribe. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que le Lightscribe, il est en IDE, comme vous pouvez voir. J'en ai trouvé un second en Lightscribe, mais cette fois-ci, pour la première fois, j'ai trouvé un lecteur, un graveur DVD en SATA. C'est la première fois que j'en vois un au Village des Valeurs. Donc, voilà, ça c'est pratique. Parce que mon ordinateur principal, qui est un AMD FX, il n'y a pas d'IDE. Donc, c'est du SATA. Donc, il me faut, ce sera mon lecteur, mon graveur DVD de secours. Parce que je commence à avoir mis beaucoup d'heures d'utilisation sur mon lecteur DVD sur l'AMD FX. Donc, il peut lâcher n'importe quand, j'ai l'impression. Et j'ai trouvé aussi un lecteur DVD RW Pioneer qui lui doit dater du début des années 2000. Oui, voilà. Manufacturé juin 2003. Donc voilà. Bien entendu, lui aussi est en IDE. Voilà. Et Pioneer, c'est une excellente marque. Donc, à savoir que je les ai testés, à part celui en SATA, je les ai testés et ils fonctionnent. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. On va maintenant passer aux bandes magnétiques. Donc, j'ai trouvé une TDK HS High Standard, une Fuji Beridox. Il y a encore le collant du prix d'époque, donc 9$. Et deux Fuji, non 3, j'ai oublié de prendre la troisième, et 3 Fuji HQ120. Donc ça me fait des VHS en plus. Comme on peut voir, celle-ci est 3,09$. Si ça va bien, voilà, 3,09$. Ça date de 2002. Donc, d'environ 2002. Donc, vous pouvez voir, le prix avait beaucoup baissé quand même. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est que, et j'ai la même opinion que Cathode Dude là-dessus, c'est que à la fin de la vie des VHS, ça coûtait tellement rien à utiliser qu'on pouvait juste se permettre d'en prendre une, enregistrer par-dessus, la ranger, en prendre une autre, enregistrer par-dessus, la ranger, en prendre une autre, enregistrer par-dessus, la ranger, ainsi de suite.
et les garder comme copie de secours, parce que bon, une VHS, ça dure longtemps quand c'est bien entreposé. Il n'y a pas de problème avec ça. Tandis que les cartes mémoire, ben, vous l'achetez et vous écrivez dessus, vous la réeffacez, vous écrivez dessus, vous la réeffacez, vous achetez pas de nouvelle carte, vous faites juste user la même jusqu'à ce qu'elle lâche et vous ne stockez pas vos données à long terme dessus. De toute façon, c'est une mémoire flash, donc les données à long terme, c'est pas sa première qualité, disons. Mais c'est un truc qu'il y avait avec les VHS, c'est que on pouvait juste enregistrer dessus et la ranger et limite l'oublier. On la retrouve 40 ans plus tard et vous allez pouvoir encore la lire et voir ce qu'il y a dessus. C'est vraiment un truc que je trouve qui a été perdu avec le numérique, c'est que on consomme pas on n'utilise pas le médium de la même façon, et ça, c'est un truc qui est dommage. Pour ce qui est des bandes audio, donc j'ai trouvé une Maxell UR 90 minutes, deux Maxell XL2 de 90 minutes, voilà, d'excellentes bandes, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 TDK D90. Donc, c'est des cassettes de type 1, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais ce sont de très bonnes bandes de type 1. Donc, très bonnes. Ce sont de bonnes bandes de type 1. C'est pas des bandes superfériques, comme certains les appellent, qui sont bien mieux. Ensuite, j'ai été retourner voir la personne qui me vend des vieilles pièces d'ordinateur. Il lui en reste toujours. Je vais y retourner d'ailleurs probablement d'ici la fin du mois ou au début du mois prochain. Mais j'en ai profité pour lui acheter quelques cartes. Donc je lui ai pris une carte PCI IDE Ultra 66. C'est toujours pratique. J'en ai déjà une, mais une de plus, ça peut toujours être utile. Voilà, Ultra ATA 66. Une carte SCSI en PCI. SCSI 25 broches, bien entendu. Ça, c'est le genre de cartes qui peuvent toujours s'avérer utiles parce qu'on peut convertir le SCSI vers le 25 broches. Et j'ai ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, ça peut être utile sur les vieux PC, qui n'ont pas de SCSI. Bon, ça c'est un petit peu un truc très bas de gamme de chez Sound Blaster. Il s'agit d'une CT4750. Donc, rien de fabuleux. Je crois que c'est même plus bas qu'une PCI 128. Donc, voilà. J'ai trouvé deux. Là, il en manque une parce que l'autre est dans un PC que je suis en train de bidouiller avec. J'ai trouvé deux Sound Blaster Live, une Sound Blaster Live classique et une Sound Blaster Live 5.1. Donc, voilà. J'en ai acheté deux, mais à savoir que la personne qui me vend ça en a plusieurs, donc je vais peut-être lui en prendre une ou deux autres de plus. Pourquoi? Parce que ma Sound Blaster Live, si elle est là, sur l'étagère, pour que vous puissiez la voir dans l'arrière-plan de mes vidéos, c'est parce qu'elle est morte. Elle a complètement arrêté de fonctionner dans le PC sur Windows 98. Il a fallu que je mette ma ADJ 1 dans le Compact Expro EN parce que la carte a décidé de rendre l'âme. Cette carte-là ici n'est pas là parce qu'elle est brisée, elle est là comme décoration parce que je ne peux pas l'utiliser. Mais ne vous en faites pas, cette 5770 est supposée de toujours fonctionner. Donc on va retourner à nos moutons. J'ai aussi trouvé une carte vidéo Asus en AGP. C'est rien de fabuleux, c'est une MX. C'est une carte, c'est une carte vidéo Nvidia MX de la génération GeForce 2. Donc c'est une GeForce 2 MX, voilà, c'est cela. Donc rien de fabuleux. Il y a, je crois, 32 mégaoctets de mémoire vidéo, peut-être 64. Je l'ai prise pour l'entrée RF et vous pouvez voir ici, on a un petit connecteur, une petite prise jack avec inscrit dessus VR Out. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un truc de chez Asus. Donc, comme cette carte est de chez Asus,
le VR Out, c'est qu'on peut brancher des lunettes 3D, donc des lunettes qu'on met sur son visage et on branche les lunettes sur le connecteur dessus la carte. Et vous pouvez avoir un effet stéréoscopique sur votre écran CRT. Je ne sais pas si ça fonctionne sur un LCD, j'ai jamais vu. Et c'était un truc spécifique chez Asus. Je ne sais pas si je vais trouver les lunettes un jour, mais c'est pas très grave. J'ai la carte vidéo qui le supporte. Comme j'ai dit, j'ai pris cette carte pour l'entrée RF, puisque un jour, je prévois m'acheter peut-être une Atari 2600 et je vais avoir besoin d'une entrée RF, donc je vais dédier un ordinateur à capturer l'Atari 2600. Comme ça, je vais pouvoir enregistrer tout ça. Je vais probablement faire ça avec une machine sous Windows XP pour garder ça simple. On va passer aux cartes ISA. Donc, ces deux cartes-là ici, je les ai prises, c'est un risque calculé, mais je les ai prises quand même si je savais qu'il y avait peu de chances que ça fonctionne. C'est techniquement des cartes SCSI en ISA 16 bits, sauf que, à la base, c'est fait pour y brancher une imprimante HP LaserJet en SCSI. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a SCSI SE qui est imprimé, pas imprimé, mais embossé, je crois qu'on dit, sur le métal, sur l'équerre. Et il y en avait deux, donc j'ai pris les deux. Et je ne sais pas si je vais être capable de les faire fonctionner avec des disques durs externes ou des lecteurs, un lecteur jazz ou d'autres trucs. Donc, je peux pas en dire plus. Je ne sais pas s'ils vont fonctionner avec ça. Et je ne sais pas si je les ai achetés pour rien, en somme. La prochaine carte, il s'agit d'une carte en port parallèle en ISA 8 bits qui nous permet d'avoir du parallèle bidirectionnel. On peut choisir si la carte est en bidirectionnel ou en sortie seulement. On peut choisir si c'est le LPT 0, 1 ou 2. Et on peut choisir son IRQ, ce qui est donc très pratique pour les très vieux ordinateurs qui ne supportent pas le plug and play. Et là, on arrive dans le truc que je suis content. J'ai trouvé un modem aussi, en fait deux, mais ça c'est le premier. Donc il s'agit d'un US Robotics Sport. Il y a un lecteur de disquette qui vient de se suicider, pardon. Donc il s'agit d'un US Robotics Sportster de 33,6 kilobits par seconde. Donc il est en ISA 8 bits. Ce genre de carte-là émule un port série. Ben, pas émule, c'est un port série. Et le modem communique sur le port série directement avec sur le bus ISA. Et c'est un modem. J'ai fait plusieurs vidéos sur les modems. Donc, si vous voulez les voir, vous avez juste à consulter ma chaîne. Et, voilà. Je vais peut-être faire une vidéo spécifique sur le modem interne, ce modem interne, mais c'est pas dans mes plans pour le moment. Et j'ai trouvé non pas deux, mais 3 modems externes US Robotics Sportster. Donc, celui-là, je l'ai trouvé au Village des Valeurs pour 12 $, ce qui est un peu cher, mais il venait avec le câble série et l'adaptateur. Donc, juste pour le câble série, ça valait limite la peine parce qu'ils sont genre 8 $ sur eBay. De toute façon, avec les frais de livraison, ça m'aurait coûté plus que 12 $. Donc, juste pour le câble série dont j'ai besoin, ce modem-là valait la peine, en fait. J'ai trouvé aussi chez la personne chez qui j'achète les vieilles pièces d'ordinateur ce modem-ci. Il s'agit d'un US Robotics Sportster 28,8 kilobits par seconde. Malheureusement, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Il faut une alimentation 20 volts AC que je n'ai pas. Donc, j'ai pas réussi à faire fonctionner le modem avec une alimentation DC. Il ne veut pas fonctionner. J'ai plein de problèmes avec. Donc, celui-là est relégué comme maintenant une nouvelle pièce d'exposé pour les vidéos que je fais.
Et le dernier, je l'ai acheté sur eBay parce que j'avais besoin d'un dernier modem. Je jure, c'est le dernier que j'achète, en tout cas sur eBay. Si j'en trouve un au village des valeurs, je vais peut-être le prendre. Mais voici, donc il s'agit d'un US Robotics fax modem 56K. Donc c'est un modem 56K, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Donc je l'ai acheté pour... Pardonnez-moi, j'ai baillé. Je l'ai acheté pour, je crois, 40$ sur eBay. C'est un peu cher, mais le modem en lui-même était 25$. Il venait avec le câble, les câbles et le modem. C'est la livraison qui était de à peu près 20$. Donc, voilà, c'est le problème avec eBay, c'est la livraison. C'est dommage, mais on peut pas y échapper. Donc, c'est pour ça que le modem m'a coûté 40$. Et c'est un US Robotics. Voilà. 56K. Je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'un dernier modem externe pour mes tests. Et aussi parce que celui que j'avais acheté pour cette tâche-là. Oh, pardonnez-moi, je suis fatigué. Celui que j'avais acheté pour cette tâche-là, il ne fonctionne pas. Donc il m'en fallait un autre. Et voilà, c'est celui-là que j'ai trouvé. Et il vient du Québec. Donc c'est un modem. C'est pas un modem que j'ai importé des États-Unis. Non, non, il était déjà au Canada. Il était dans ma province. Il est arrivé en une journée de livraison. Je crois que ça a pris une journée puis je l'ai reçu par la poste. Donc voilà, ça a été très rapide. Et voilà, donc je crois que c'est tout, oui. J'ai fait pas mal le tour de tout ce que j'ai acquis, en tout cas de tout ce que j'ai acquis qui était intéressant au cours des 3 derniers mois. Je vais peut-être en acquérir d'autres à la fin de ce mois-ci ou au début du mois prochain. Peut-être que je vais acheter un écran LCD de chez Son. Ça, j'ai hâte d'en avoir un. Parce que bon, il faut comprendre que pourquoi je m'achète un écran LCD alors que j'ai tout ça de CRT. C'est pour la simple et unique raison que les CRT, tous les écrans en fait sont inconsommables. Aucun écran ne va durer indéfiniment. Et ce qui inclut mes CRT, les CRT ont une durée de vie, tout comme les LCD, tout comme les OLED, tout comme tout comme les écrans passifs, tout comme les écrans IPS. Tous les écrans ont une durée de vie, que ce soit à cause de leur alimentation, de la dalle qui vieillit, du rétroéclairage, ou tout simplement de la technologie qui est utilisée qui n'est pas très fiable, comme par exemple les écrans passifs. Les écrans passifs vieillissent généralement très mal. Donc, voilà, les écrans, c'est pas fait pour durer dans le temps, à part si on ne l'utilise pas, mais moi, j'aime utiliser mes technologies, donc, voilà, quoi, ils vont finir par me lâcher. Donc, je commence lentement mais sûrement à m'acheter des LCD. Je vous donne un petit truc, c'est le moment, n'attendez plus, achetez vos LCD 4 tiers ou 5 quarts maintenant, parce que les prix vont juste commencer à augmenter sur eBay. Donc, si vous voulez vous acheter des vieux écrans LCD VGA pour pas cher, faites-le maintenant, parce qu'il va être trop tard dans quelques années. Les prix vont avoir monté parce que les gens vont commencer à vouloir collectionner les écrans LCD parce que les cathodiques seront maintenant soit trop chers ou soit ils seront cassés et les gens vont vouloir quelque chose de simple qui ne prend pas beaucoup de place. Donc ces écrans LCD-là vont être en très grande demande dans le futur pour les vieux ordinateurs. Donc équipez-vous maintenant avant qu'il soit trop tard. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur des trouvailles du Canidé. Et à la prochaine.